Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, bon bref, bonjour tout le monde, ça va être plus simple comme ça. Écoute, j'ai passé une très bonne semaine. J'étais en déplacement professionnel à l'étranger, donc j'ai pas fait grand chose, mais ma Switch en vacances, si on peut dire. Ma Switch m'a accompagné quand même sur ces longs trajets d'avion, de train, etc. Donc j'avance bien sur Xenoblade Chronicle 1. Tout de suite. Je l'aurai à Noël. Tu vas voir, c'est très cool. Tout de suite en rentrant chez moi, j'ai fini Silent Hill 2, les trois premières fins en fait. Dans le jeu classique, tu peux débloquer 3 fins et en New Game Plus, t'en as 6 autres. Donc là, j'en ai déjà fait 3. Donc je suis prêt pour évidemment la chronique la semaine prochaine. Et sinon, j'ai repris la série Severance. Donc que j'aime beaucoup sur Apple TV+, en prévision de la saison 2 là qui arrive. Et Kira, j'aimerais bien en faire une chronique. Et je sais que toi t'adores la série The Office, donc ce serait pas mal qu'on se cale, tu vois, du The Office et du Severance, comme il y a c'est toutes les deux des séries qui se passent dans un bureau. Ça peut être intéressant. Surtout que j'ai repris The Office à 0, tu vois, donc ça serait l'occasion. Je pense qu'il faut qu'on se coordonne, ça peut faire 2 HS coup sur coup très très sympathique. Ouais, cette semaine, c'était sous le signe d'Indiana Jones, donc j'ai joué à Indiana Jones, j'ai regardé les 5 Indiana Jones. Le dernier m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs, de voir Harrison Ford si vieux et galérer le pauvre pendant 2h38. Ouais. C'était quand même assez dur. Est-ce que j'avais besoin de voir ça ? Je ne pense pas. J'ai regardé hier Aquaman 2, c'était nul à chier, c'était horrible. J'adore le premier. Moi aussi j'adore le premier. Je comprends pas ce qu'a fait James Wan, et dire que le DCEU s'arrête là-dessus, c'est triste quoi. Franchement, je me suis fait chier tout le film, les effets spéciaux sont pas ouf, le jeu d'acteur il est pas génial. Enfin vraiment, Et Jason Statham est toujours bon, mais il fait son Jason Statham quoi. Jason Momoa, il fait son Jason Momoa quoi. Donc c'était vraiment grosse déception pour moi. J'aurais dû m'arrêter sur The Flash, tu vois. Pas aller plus loin. Que t'avais bien aimé, ouais. Voilà, mais bon, du coup, voilà. Et puis, bien sûr, j'ai regardé, alors pas les Game Awards en entier, faut pas déconner, parce que 4 heures de Game Awards, c'est très long. De 2h du matin à 5h du matin, j'avais autre chose à faire. Dormir, par exemple, il paraît que c'est important pour la santé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plusieurs débriefs, et surtout, j'ai regardé des résumés des points forts, en tout cas, pour pouvoir en parler avec toi, justement. Donc, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cette émission qui va être un peu différente de d'habitude ? Tout à fait, parce que moi, je me suis sacrifié malgré tout avec ma semaine un petit peu dense. J'ai regardé les 3h45 de live sur les Game Awards, donc j'ai tout vu. Comme ça, je vais pouvoir débriefer avec vous et avec toi, Kira, la conférence. Et ensuite, tu nous proposes le test de The Dragon Age Vanguard, sachant qu'on ne fait pas de HS cette semaine, parce que voilà, ça fait déjà assez de contenu pour une seule émission. Exactement, sachant que mon test risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Les Game Awards, on a pas mal de choses à dire quand même, quoi. Donc, je te propose d'attaquer la partie Game Awards. C'est toi qui nous as préparé un petit dossier, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, parti. On lance le générique et c'est parti. The Game Awards 2024 pour les 10 ans. C'était les 10 ans en plus. Donc Jeff Keighley était très heureux de fêter ça sur cette année, sachant que malgré tout, voilà, on sait qu'il y a plein de polémiques autour des Game Awards. Malgré tout, c'est devenu... Surtout cette année, beaucoup trop de polémiques, mais... J'ai quitté Twitter pendant quelques semaines d'ailleurs, en partie à cause de ça, tu vois. Ouais, mais ça doit te faire du bien à ta santé mentale, parce que des fois c'est aberrant. J'ai carrément désinstallé l'application. Ouais, je comprends. Donc comme ça, je suis tranquille quelques semaines. Je pense que je reviendrai début 2025. C'est bon pour la santé du cigare. Et du coup, donc les 10 ans, malgré tout, Jeff Keighley a lancé avec ses propres deniers personnels a lancé les Game Awards, qui petit à petit ont fait un effet boule de neige. Et l'année dernière, les Game Awards, c'était 108 millions de visionnages à travers le monde. Donc c'est pour ça que on a beau
aimé ou pas cette conférence, on a beau lui trouver des défauts ou pas, c'est malgré tout forcé de constater que c'est devenu un événement majeur du jeu vidéo. C'est un rendez-vous annuel incontournable pour la presse, pour les joueurs. Donc c'est pour ça que moi, je l'avais dit l'année dernière, j'aime ce côté festivité. Donc c'est pour ça que j'aime bien me tenir toujours un peu loin des polémiques dans ces moments-là, parce que quand c'est un moment de réjouissance, c'est bien aussi de l'apprécier tel quel. Les gens qui râlent, c'est pénible. Les gens qui râlent, c'est pénible, même si encore une fois, il peut y avoir des raisons, mais je dis toujours, il y a un temps pour tout. Et là, c'était le temps des célébrations. Donc on va plutôt nous vraiment s'attacher aux annonces, aux nominés. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu le pré-show au début. Donc c'est un pré-show de 30 minutes qui est présenté par Sydney Goodman, donc une influenceuse, une pigiste, je crois, chez IGN. Je la connaissais pas du tout, tu vois, cette personne. Ouais, tu l'avais jamais vue. Je me demande. Je l'avais jamais vue, non. C'est une influenceuse assez connue sur les réseaux, mais plutôt évidemment anglo-saxon. Hein. C'est pour ça que nous, elle nous parle moins. Même moi, j'avoue, sans les Game Awards, je la connaîtrais pas. Et ce petit pré-show, il y a eu quelques petites pépites. Donc le pré-show, ça dure une demi-heure. Moi, j'ai noté dès le début, c'était un Ninja Gaiden fait par Dotemu, très très joli, un peu à l'ancienne et tout, en mode Castle Metroidvania. Donc moi j'aime beaucoup Ninja Gaiden, ça m'a fait plaisir de revoir cette licence revenir. Je sais pas si t'as eu le temps de voir par contre ce petit trailer, mais franchement ça envoyait du lourd. J'ai eu le temps de voir et je me suis dit que ça serait un jeu pour toi, tout à fait. Ouais, tu peux pas le résumer aussi bien. Il y a eu un autre jeu pour moi, c'est Slay the Spire 2 que j'aime beaucoup. Je ferai le 1 d'ailleurs en chronique bientôt, donc j'en parle pas trop. Mais j'ai pensé à toi, Kira, parce qu'il y a eu tout de suite après Dave the Diver in the Jungle qui arrive en 2025. Donc visiblement un DLC, une extension de Dave the Diver, donc dans la jungle. Et ça, je me dis, pour toi, ça peut te faire une petite chronique, tu vois, sympa à glisser et tout. Et pour revenir sur Dave the Diver, ça peut être très très cool. Surtout que j'ai beaucoup kiffé les 2 DLC qu'ils ont sortis, celui sur Godzilla et sur Lovecraft, Dredge, qui étaient excellents. Et si c'est vraiment du même acabit, en tout cas oui, j'ai hâte. C'est une des plus belles surprises de l'année, en tout cas pour moi. Ouais, je sais que t'aimes beaucoup ce jeu-là. Donc tout de suite j'ai pensé à toi forcément, comme j'ai vu, avec le petit côté décalé dans le trailer et tout, très très cool. Ensuite, il y a eu d'autres petites annonces, donc je vais plus balayer un petit peu plus vite, mais juste si je te dis Yu Suzuki, est-ce que cette personne te dit quelque chose? Oui, complètement, Yu Suzuki. Alors ce nom je le connais parfaitement, mais je n'arriverai pas à mettre ce qu'il a fait en fait, tu vois. Yu Suzuki, c'est Sega, je crois. C'est Sega, très bien, mais quand je vais Yu Suzuki, Shenmue. Ah, bravo, Kira. En plus, j'y pensais tout à l'heure à Shenmue, parce que je t'ai enregistré un petit quelque chose. Si ça marche. Tu m'avais dit. Mais du coup, tout à fait. Et là, j'ai pu que penser à toi parce que je connais ton amour pour Shenmue. Et Yu Suzuki a présenté rapidement son nouveau jeu qui sera un jeu mobile dispo sur la plateforme de Netflix, Kira. Donc, tu pourras y jouer gratuitement malgré tout parce que tu es abonné Netflix. Donc, je pense que l'univers te plaira peut-être un peu moins. C'est plus, il y avait des mechas, des robots, c'est moins ma cam, tout à fait. Un univers plus animé, plus japanimation entre guillemets. Mais malgré tout, je me dis pour toi, tu vois, qui est fan de Shenmue et qui est fan de l'auteur, ça peut te faire un petit test aussi sympa à sortir, sachant que c'est sur mobile et on en fait assez rarement. C'est vrai. Et ensuite dans le pré-show il y a eu un jeu de foot par les créateurs de Sifu qui a l'air très sympa, un jeu où il faut incarner elle est bonne, elle est totalement, la vanne est validée, Sifu. Je sais pas si ils vont l'appeler comme ça, mais ce serait très très bien. Ça serait marrant. Il y a eu une petite world première aussi avec un jeu Nemco, Shadow Labyrinth, un jeu de voleur où il faut incarner différents voleurs et réussir à voler les trucs avant les autres, un jeu en coop. Donc plutôt sympa, ce pré-show, dynamique et tout, ça met bien en jambes. Et il y a eu aussi 4 nominations. Donc il y a eu le meilleur jeu de combat avec Tekken 8, le meilleur jeu e-sport avec LOL, le meilleur jeu avec un impact Neba et le meilleur jeu familial Astrobot. Que penses-tu déjà de ces 4 petits nominés sur le pré-show? Moi, j'aime beaucoup. Chez Neva, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de faire. J'ai fait Gris il y a pas longtemps, que j'avais adoré. J'ai Neva sur ma console, il faut que je le lance. Mais si c'est, on va dire, un message aussi touchant que Gris, je pense que c'est mérité. C'est ta cam. Voilà, jeu familial pour Astrobot, ça me paraissait logique, justement, déjà au nombre de nominations qu'il a eu pour les Game Awards. Ouais. Et puis, surtout, ça reste le jeu familial par excellence qui est sorti, malgré ce manque de, comme tu disais, de multijoueurs en local, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a volé la vedette à
à la catégorie de Nintendo, parce que les jeux familiaux, il y avait que du Nintendo à côté, avec Mario Party, Peach, etc. Et Astro Bot a gagné. Donc, petit pied de nez à Nintendo, où c'était en plus leur seule présence dans toute cette cérémonie, c'était cette catégorie qui a été shippée du coup par Astro Bot. Et petite parenthèse, très content pour Tekken 8. Moi, je suis pas trop jeu de combat, tu le sais, mais Tekken, petite affect pour la licence parce que je l'ai connu sur PlayStation, donc cool quoi. Bah surtout que Tekken revient de loin, les derniers jeux Tekken n'étaient pas ouf, faut dire ce qui est, et là c'est un peu comme Street Fighter, les derniers Street Fighter étaient pas ouf et le dernier est vraiment revenu sur le devant de la scène, donc est-ce que ça serait pas une nouvelle ère pour les jeux de combat? Pourquoi pas. Et vu qu'on parle de Tekken 8, il y a eu pendant les Game Awards une annonce avec l'arrivée de Clive de Final Fantasy XVI dans Tekken 8 en personnage jouable. Donc trop rigolo. Est-ce que ça va me faire craquer et acheter Tekken 8, Kira? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que tu vois, ça fait comme tu l'adores, Mortal Kombat, où ils vont commencer à faire des petits crossovers avec différentes licences? Pourquoi pas? En tout cas, moi dans Mortal Kombat, c'est toujours ce qui m'a un petit peu attiré, donc ça, je trouve ça rigolo. Moi, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'ils arrêtent le skin Mortal Kombat et qu'ils fassent un jeu crossover avec tous les personnages qu'ils ont mis dans les Mortal Kombat, en fait. C'est un jeu All-Star où tu te retrouves avec Conan le Barbare et tout. Enfin, ça serait excellent. Et après, c'est vrai que c'est pas leur premier crossover avec Tekken. Ce que je me souviens, il y a assez longtemps, il y avait eu qui comme personnage? Ils avaient fait venir Gon il y a très longtemps dans Tekken, qui est un personnage, qui est un personnage de manga, un petit dragon un petit dinosaure qu'il y a dans un manga qui est très bien, du même nom, Gon. Je conseille. C'est un manga très cool parce qu'il n'y a pas de texte, c'est que des images et c'est très rigolo. Bon, bref. Petite digression faite, comme on a la spécialité. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Donc la grosse cérémonie des Game Awards. Il y a eu beaucoup d'annonces. Vous vous doutez, en 3 heures. Donc on ne couvrira pas tout logiquement parce que voilà, sinon ça devient. On n'a pas 3 heures. Voilà, ça devient imbuvable pour vous exactement. Mais on a préparé un petit top 3. Donc 3, 2, 1 et on finit par notre annonce préférée. Donc quel est ton numéro 3 en termes d'annonce, Kira, qui t'a fait de l'œil? Alors c'est pas une annonce, c'est un jeu. Je savais déjà qu'il allait sortir, mais j'étais content d'en voir un petit peu plus et surtout d'en savoir un petit peu plus. Okay. C'est Mafia The Country, en fait, que j'ai mis en numéro 3. Parce que tu le sais, j'ai un certain affect pour cette saga. L'adores. J'aime beaucoup les 3 Mafias, même le 3 qui est décrié, je l'ai apprécié de par son écriture. Et là, on revient à une base, en fait, des 2 premiers Mafias avec un jeu plus linéaire, on va dire, avec moins de zones ouvertes et surtout avec une histoire qui va être plus développée comme les 2 premiers Mafias, en fait, et qui va se passer sur une certaine durée de temps, on va dire, dans le jeu. Donc je suis content parce que c'est tout ce que j'aime dans Mafia et c'est ce qu'on avait perdu dans Mafia 3, et là de revenir aux sources. En plus, la Sicile, terrain de jeu original, le perso a l'air super cool. Donc voilà, moi j'ai hâte en tout cas, et ce que j'ai vu m'a conforté en tout cas. Bon, je pensais que ce serait ton top 1, tu vois, donc je suis étonné. Je l'avais je savais que tu l'aurais dans tes tops, mais je l'avais pas à la bonne place, sachant que moi je lui ai trouvé un petit côté, et j'ai encore plus pensé à toi parce que ça faisait un peu côté Red Dead à moitié, j'ai trouvé, dans l'influence et tout, donc ça donne vraiment envie. Je pense que le côté Sicile comme ça, avec des zones moins urbaines ça fait que les autres mafias, voilà, c'est ça, il y a un côté Red Dead, et encore une fois, les 3 mafias ont vraiment des styles différents dans leur façon d'appréhender leur monde ouvert et surtout leur ville. Le premier, c'est un équivalent de San Francisco, je crois. Le 3e se passe en Louisiane, et enfin je sais plus quelle ville. Et le 2, de mémoire, ça doit être New York, parce qu'on a le Queens et tout. Et là, de fait de se retrouver encore ailleurs, chaque jeu Mafia en fait va tirer parti de son univers et de sa vision différente de la Mafia en fait. Et c'est ce qui me plaît dans cette saga du coup, et c'est ce qu'on va retrouver là encore. Et le fait, comme tu dis, de partir au début du siècle, et un petit côté Red Dead, c'est vrai, que j'ai trouvé aussi également, et j'ai hâte de voir ça. Pour terminer sur Mafia, il sort en été 2025, donc je me suis dit pour toi ça va te faire Mafia, GTA, donc pendant l'été Mafia, à la rentrée GTA, tu vas te faire un petit kiff, un petit tunnel. Je pense qu'on va pas te voir, Kira, pendant quelques mois. Ouais, je vais poser 3 mois de vacances. Alors, mon top 3.
c'est une nouvelle IP, une nouvelle licence de Naughty Dog. Donc je sors tout de suite c'était la grosse annonce des Game Awards. Donc Intergalactic, le nouveau jeu de Naughty Dog, où donc une bande-annonce assez longue de 4 minutes 30 où on découvre une héroïne un peu badass qui se rase le crâne à bord d'un vaisseau Porsche. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu rire. Il y a beaucoup de placements de produits dans cette... Et en fait, non, mais je vais te dire un truc sur cette bande-annonce. Je l'ai trouvé, tu me diras ce que t'en penses, mais je l'ai trouvé hyper Hideo Kojima-esque. Ça se dit pas du tout, je suis complètement d'accord, mais les petits placements de produits, les références, même la direction artistique, la motion capture, le visage, ça se rapproche vraiment de ce que fait Hideo Kojima en termes de patte artistique. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à Cowboy Bebop. Alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais j'ai trouvé que dans ce rétro-futuriste, il y avait un côté Cowboy Bebop, et j'aime beaucoup cet animé, avec le côté chasseur de primes, etc. Une musique très atmosphérique et tout. Et aussi, pourquoi je l'ai mis là, c'est parce que le reste de mon top, c'est que du fanboyisme de ma part, avec des vieilles licences. Là, c'est une nouvelle IP, c'est vraiment... Moi, je trouve que les nouvelles licences, c'est toujours une petite prise de risque aujourd'hui dans l'industrie. Après, là, c'est un géant, c'est Naughty Dog, ok. Mais quand même, on va avoir une nouvelle licence avec un Naughty Dog qui l'a dit, ils vont complètement sortir de leur zone de confort. Donc, on sera pas sur du cover shooter, jeu d'aventure et tout. Ce serait plutôt un jeu typé action Souls-like. Donc, pour toutes ces raisons, nouvelle IP, qualité de la bande-annonce et gros studio derrière, je le mets en numéro 3 en termes d'annonce, pour ma part. C'est mon numéro 2, tu vois. Ah non, arrête. Moi, j'ai beaucoup aimé cette bande-annonce, que déjà, c'est un hommage évident à Akira, quand on regarde au niveau de la tenue de la personne. Donc, c'est une certaine Jordan. Il y a le côté aussi avec les musiques et tout. Bon, il y a quand même, je trouve, une légère inspiration Gardien de la Galaxie, quand même. Le côté un peu fun, la musique décalée et tout. Pour aller avec le truc. Mais je trouve que l'ambiance est là. Et puis oui, comme tu dis, Naughty Dog, mine de rien, ils ont fait quoi Naughty Dog depuis Last of Us 2, à part des remasters de Last of Us et de Uncharted. Totalement. Ils ont rien fait. Et donc là, le fait de voir une nouvelle IP, quelque chose de différent, moi la SF c'est totalement ma cam, donc c'est pour ça que je suis le public. J'ai un peu plus de réticence pour l'actrice qui joue le personnage principal, parce que je l'ai vu que dans un film Uncharted et elle était très mauvaise dedans. Donc j'espère qu'elle sera meilleure dans le jeu. Après, je trouve qu'elle a une bonne gueule et tout, elle a un côté chasseur de primes qui me plaît beaucoup. Ouais, moi aussi. Et ce design un peu, encore une fois, un peu rétro-futuriste, c'est totalement ma cam, quoi. Bon, il y aura débat, qui de nous deux fera la chronique. Je suis prêt à te la laisser, Kira, parce que je sais que toi, le côté futuriste et tout... Ah oui, moi la SF c'est vraiment j'ai fait j'ai fait 2 Uncharted, j'ai fait le 4 et Golden Abyss sur PS Vita. Enfin, Naughty Dog, tu es beaucoup plus calé, donc je te le laisserai, mais je pense que ce sera une... Enfin voilà, j'ai aimé en tout cas le côté, comme tu as dit, nouvelle IP, nouvel univers, nouveau gameplay pour ce studio. Au moins on peut pas leur reprocher, enfin on leur a reproché, tu l'as... De tenter quelque chose. Exactement, parce que tu l'as dit et c'est justifié de ta part, on leur a reproché d'avoir fait beaucoup de réchauffés. Donc là ils se lancent carrément dans un nouveau projet et bravo. Moi voilà, c'est quelque chose que j'aime souligner. Exactement. Donc mon top 2 à moi, donc c'est là que j'arrive dans mes Madeleine de Proust, donc c'est Okami 2. Je pense que ça, pareil, tu l'as vu venir. Oui, je l'ai vu venir. Et ton top 1, je crois savoir. Ouais, bon, écoute. Okami 2, donc en plus, annoncé très sympa parce qu'il y avait des concerts en live. Donc là, il y avait les grands tambours japonais où ils ont commencé à jouer les petits airs d'Okami. Donc bon, on s'est dit cool, Okami. On s'attendait pas du tout à une suite parce que le truc n'avait pas leaké, parce que ça fait 18 ans. Et parce que Hideki Kamiya, le papa de Okami, s'était cassé de studio, Platinum Game, etc. Et donc là, c'est officiel. Okami revient avec Okami Sequel. Donc on en sait très peu, on a vu qu'un teaser. Par contre, on sait que du coup Hideki Kamiya revient aux commandes, donc c'est assez fou. Moi, c'est une personne que j'aime énormément, c'est un de mes développeurs préférés. Donc Kira, je suis aux anges, je peux pas le dire, avec cette ambiance très japonaise, très très pastel, très dessin et tout, avec Amaterasu qui est du coup la déesse louve.
Je suis très content, voilà. Je pense que tu t'en doutes. Je m'en doute totalement. Moi aussi, je suis content, parce que c'est vrai que j'avais bien aimé les Okami, j'avais fait sur GameCube, je crois, à l'époque. Donc ça remonte à loin, quand même. Et c'est vrai que celui-ci, je me laisserais aussi également tenter. Et puis, il y a un loup, hein, donc c'est forcément ma cam aussi. Mais celui-ci, je te le laisserai. Eh ben, merci, parce que j'y tiens beaucoup. Et Hideki Kamiya, il a travaillé sur les Resident Evil, Beautiful Joe, Bayonetta, Astral Chain. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'aime. Okami, bien sûr, en 2006. Donc voilà, je l'adore. Ton top 2, donc on l'a fait. Ton top 1 alors, du coup, Kira. Alors ouais, dis-nous ton top 1, vas-y. Eh ben mon top 1, je vais pas être original, c'est The Witcher 4. D'accord. J'ai adoré The Witcher 3, j'aime beaucoup le personnage de Ciri. Le fait de continuer cette aventure dans ce monde de dark fantasy slave, en fait, forcément m'intéresse énormément. Et moi j'ai jamais été déçu des productions de CD Projekt, donc là, à voir ce que ça va donner. C'est leur premier jeu sur Unreal Engine 5 en plus. J'aime beaucoup le nouveau design de Ciri qui semble avoir vraiment vécu des aventures dans un monde comme ça. C'est important que ça se voit sur le visage, parce que je suis le premier à pester quand le personnage n'a pas le physique de son background, en fait. Et là, clairement, c'est une sorceleuse. On sent qu'elle en a chié. Et j'ai vraiment hâte de jouer à The Witcher 4. Oui, et alors très très belle bande-annonce, hyper dynamique. Super belle. Je l'ai regardé plusieurs fois. On voit Ciri qui combat un monstre. Je sais pas si c'était une strige ou autre, mais en tout cas. Alors ça serait un monstre de la mythologie slave. Alors j'avais noté le nom, mais je l'ai effacé sans le faire exprès. Mais c'est un monstre de la mythologie slave, en fait, qui se repère a priori au son. Et qui n'a jamais été vu encore dans les The Witcher. Donc c'est pas une strige parce qu'on a déjà vu. Mais en tout cas, on voit, il y a une promesse dans cette bande-annonce, c'est d'avoir un gameplay un petit peu différent, parce qu'elle combat avec une chaîne et une épée, donc plutôt cool, tu vois. Ça va changer un peu de Geralt, sachant que moi, c'était un des petits reproches que je faisais à The Witcher 3, c'était la redondance des combats. Là, je peux imaginer qu'avec la chaîne, l'épée et tout, il peut y avoir du renouveau. Et tu l'as dit, Kira, parce que tu as bien fait de couper un peu les réseaux. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de la tête qu'a Ciri, mais en fait, c'est devenu une sorceleuse. Donc, elle a eu l'épreuve des herbes qui est un stigmate aussi bien physique que à l'intérieur du corps. Enfin, ça change les capacités, ça change tout. Donc c'est normal qu'elle ait un visage marqué, c'est normal qu'elle soit tuméfiée par ça. C'est parce qu'elle a vécu l'enfer. L'épreuve des herbes, c'est quand on lit les livres, quand on connaît le lore The Witcher, ça marque à vie. C'est un réel traumatisme. Et il y a beaucoup de sorceleurs qui n'arrivent pas sorceleurs, qui en meurent. Donc c'est normal. Et je trouve que c'est quelque chose de vénère. Bah ouais, et les sorceleurs ont un petit côté un peu monstre. C'est aussi pour ça qu'ils sont rejetés par les hommes dans le lore de The Witcher. Donc c'est normal que Ciri adopte ce visage. Moi je suis très content qu'elle soit, je l'espère en tout cas, l'héroïne du jeu. On verra Geralt, ça a été validé aussi. On verra quand même notre cher héros. Surtout qu'à la fin de The Witcher, on sait que Geralt continue à faire des petites missions de temps en temps, quoi. Même s'il s'est rangé, il fait des petites, on va dire des petits contrats de temps en temps. Donc oui, pourquoi pas le croiser lors d'une mission ou un truc comme ça, ce qui serait cool. Et mon top 1, du coup, c'est Onimusha Way of... je m'y attendais pas du tout, dis donc. Onimusha Way of the Sword, donc la voix de l'épée. Donc une licence que j'aime par-dessus tout, que je dis souvent c'est l'âge d'or de Capcom, mais j'ai tort de dire ça parce que Capcom, en ce moment, les gars... C'est leur second âge d'or. Exactement, c'est leur second âge d'or. Ils ont le vent en poupe avec Monster Hunter, par exemple, Wild, qui sort l'année prochaine. Donc, ils ont sorti du Okami, ils ont sorti du Onimusha. Les gars sont on fire, ils sont assez exemplaires sur beaucoup de choses. Et Onimusha, moi, série que j'adore, Japon féodal, avec des démons, où quand on tue les démons, on a un gantelet qui nous permet de récupérer leurs âmes. C'est ça la spécificité. Et qui nous permet d'avoir des pouvoirs un petit peu magiques, enfin des armes magique. J'aime énormément cette licence, donc je suis très content de la voir revenir et j'étais comme un fou, tu te doutes, Kira, j'étais comme un dingue. Tu m'étonnes. Alors imagine, moi j'attends toujours Dino Crisis, comme chaque année. Ouais. J'ai vu Onimusha, donc je suis très content aussi, parce que moi j'ai fait les 3 Onimusha que j'avais beaucoup aimé, dont le dernier avec Jean Reno d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé, et c'est très cool. Et comme on disait, oui, Capcom vit un second âge d'or, ce qui n'est pas le cas de Square Enix, j'ai l'impression, depuis quelques temps, parce que vraiment Capcom sort, on va dire, des licences qui sont chères au cœur des joueurs, en fait, tout en les réinventant et en les réimaginant, si tu veux. Y a qu'à voir Monster Hunter, le dernier, même si c'est pas totalement ma cam, ils ont su s'adapter à un autre public pour essayer de rendre le jeu plus digeste, on va dire, et c'est carton sur carton, quoi. Et je pense qu'Onimusha dérogera pas à la règle.
Tout à fait. As-tu une petite mention, peut-être, en dehors de ce top 3 ? Alors oui, j'ai une mention honorable. Est-ce qu'à ton avis, tu sais ce que c'est ? Moi, alors, tu l'aurais pas mis dans ton top parce que c'est pas assez... voilà, on n'en a pas vu assez, mais moi, j'ai pensé au Project Century, donc au jeu... Exactement. C'est ça ta mention ? C'est ça, c'est Project Century de Ryuga Gotoku. Voilà. Forcément, quoi, un spin-off enfin, un spin-off, oui et non, a priori, à Yakuza. À Yakuza, il y a un côté un petit peu ambiance soul, mais je parle de la musique, pas Souls-like. Ça, a priori, ça sera un spin-off pour remplacer Judgment, parce qu'ils vont pas faire de suite à Judgment par rapport à un problème de contrat avec l'acteur qui joue le protagoniste. Mais moi j'ai hâte en tout cas, parce que c'est tout ce que je recherche. J'aime beaucoup ces jeux-là. Le dernier Yakuza m'a fait halluciner par ses qualités et comment on peut faire autant de bons jeux malgré le nombre de jeux qu'il y a avant. En fait, ils trouvent toujours moyen de se réinventer et ça c'est ouf. Et là, ce que j'ai vu me hype au plus haut point. Totalement. Moi j'ai une petite mention. Je l'ai mis en mention, ça aurait pu être un top 1. Je l'ai mis en mention parce qu'on en a peu vu. Mais c'est le nouveau jeu de Fumeto Ueda, donc le créateur de Ico, de Shadow of the Colossus, avec le Project Robo, où on a vu là du coup une sorte de cyborg gravir la tête d'un colosse qui est devenu après il s'est envolé avec cette tête, c'est devenu son vaisseau spatial avec un élément un peu catastrophique, une bombe nucléaire ou je sais pas. Donc c'était encore une fois très là aussi atmosphérique, très basé sur l'ambiance, les plans de caméra, etc. Ces jeux ont toujours été poétiques en fait et là c'est ce qui transparaît un peu de cette vidéo. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc c'est ma mention honorable. Et sinon, je vais balancer quelques autres titres comme ça en mode rapide parce qu'on peut pas tout dire évidemment, mais il y a eu quand même Split Fiction, le nouveau jeu de Joseph Fares, donc qui a déjà eu lui un GOTY, qui a l'air très cool, qui a l'air très cool, qui a eu un GOTY avec It Take Two, donc entre deux fucks il l'a présenté. Donc full coop avec en plus un jeu de faille temporelle et tout, avec un voyage d'histoire en histoire, donc ça a l'air très varié, il y a du médiéval, il y a du futuriste et tout. On connaît le génie de studio, donc pas de doute que ça sera un très bon jeu. Il y a eu Elden Ring Night Rain avec une extension multijoueur ou coop à voir. Alors ça sera un standalone a priori. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc on n'est pas obligé d'avoir le jeu Elden Ring pour y jouer et voir ce que ça va donner, mais après pourquoi pas. Il y a eu du Turok Origins, donc je sais pas si tu aimais Turok, mais j'adorais par Saber Interactive, ce qu'on fait Warhammer, donc plutôt cool. 16 ans après je crois, ou 18 ans après, je sais plus, mais en tout cas j'ai trouvé ça bien. Il y a eu du Dying Light, il y a eu du Borderlands, enfin il y a eu beaucoup de choses. Je vais pas, évidemment comme je l'ai dit, pas tout citer, mais j'ai trouvé assez dense en tout cas en termes d'annonces. Ça montre que c'est devenu vraiment un événement mondial, parce que pour avoir le dernier jeu Naughty Dog, PlayStation évidemment, il y a dû avoir un sacré bisbis. Capcom a été présent, Fumeto Ueda, enfin voilà, beaucoup d'annonces. Donc si j'ai oublié des choses majeures, n'hésitez pas évidemment à nous le dire. Voilà, sauf chez Microsoft, niveau annonce. C'est vrai ça. Donc on fait un petit tour sur les nominés, Kira. Bon, déjà le jeu de l'année, on peut le dire tout de suite, sans tergiverser. Il a eu 1, 2, je lis mes notes, au moins 3, peut-être 4 prix. Donc Astrobot, jeu de l'année, meilleure direction, jeu d'aventure, jeu familial. Il a tout cassé. Je trouve que le jeu qui a tout raflé, pour un studio qui a 80 personnes, je crois, 80 salariés, donc ça remettait un petit peu sur le devant de la scène les jeux à plus petite production. Mais en tout cas, ce jeu a tout raflé. Qu'est-ce que tu penses de cette nomination, Kira? Es-tu content, pas content? Alors moi je l'ai pas fait, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup ce petit robot, j'ai beaucoup apprécié la proposition Astrobot qu'ils avaient sorti, tu sais, à l'époque de la PlayStation 5, que j'ai fait cette année d'ailleurs. Et moi je suis content, c'est pas celui sur lequel j'aurais validé le fameux Sésame. Moi j'étais plutôt pour Black Myth Wukong en fait, pour le message en fait, tout simplement avoir un jeu d'un autre continent, d'une autre sensibilité. C'est le jeu des joueurs d'ailleurs, c'est le choix des joueurs et le meilleur jeu d'action. J'ai voté pour lui d'ailleurs. Et le meilleur jeu d'action. Donc même si je ne l'ai pas fait, en fait ce que j'en ai vu en fait m'a beaucoup plu, parce que je me dis que ça permet aussi de montrer qu'il n'y a pas que des jeux américains ou des jeux japonais.
Et voilà, c'est plus pour le côté, on va dire, politique de la chose. Après, je pense que Astrobot le mérite, en tout cas amplement. C'est un jeu qui a su fédérer, c'est un jeu qui a pris des très très bonnes notes un peu partout, que ce soit la presse ou au niveau des joueurs. Et bah oui, je suis content de revenir à cette essence même du jeu vidéo, c'est-à-dire le jeu vidéo familial qui mise avant tout sur le gameplay, en fait, un gameplay simple et ludique, sur du fun en tout cas. Et comme tu le disais tout à l'heure, il a shippé la fameuse statuette à Nintendo. Et ça prouve aussi qu'il n'y a pas que Nintendo qui sait faire des jeux comme ça, donc ça va peut-être donner des idées à d'autres studios en tout cas. Donc est-ce que c'est le retour de la plateforme aventure familiale? J'espère en tout cas, mais moi je suis content. Ouais, ça fait très plaisir, les développeurs étaient très émus. J'ai oublié le nom du boss, désolé, mais c'est un français en plus, donc très chouette. Bravo. Ouais, j'ai oublié. Autre jeu mis à l'honneur avec 4 nominations, enfin 4 prix, c'est Helldivers qui en a eu 2, pardon. Helldivers a eu le multijoueur, a eu le ongoing game, donc le meilleur suivi, et Hellblade qui a eu la meilleure performance et le meilleur sound design. Donc en fait j'ai lu un peu vite mes notes, je croyais que c'était les 4 mêmes jeux, mais pas du tout, enfin les 2 mêmes jeux. Non, il y a aussi autre jeu évidemment très récompensé, et là je vais pas bafouiller, c'est Balatro évidemment, meilleur premier jeu, meilleur jeu indé, meilleur jeu mobile, donc 3 nominations. Bravo à Balatro qui s'en sort avec les honneurs, donc ça fera taire un peu les gens pas contents qui disaient il méritait pas le jeu de l'année. Bah il ne l'a pas, mais un jeu très récompensé malgré tout, donc très chouette. Et encore une fois, un gars tout seul qui a fait tout ça, je vous renvoie à ma chronique, donc très cool. Moi, ce qui m'a surpris, c'est Métaphore en fait, un jeu vraiment que j'ai vu venir de nulle part. Ah ouais, ça t'a surpris? La démo que j'ai trouvé plutôt cool, mais je m'attendais pas à ce qu'il rafle autant de prix en fait. Il en a eu 3 de mémoire, dont la meilleure direction artistique. Ça m'a quand même pas mal... ça m'a vraiment surpris pour le coup. Et bah moi pas tellement, tu vois, parce que Atlus c'est vraiment un énorme studio, parce que la direction artistique est basée justement sur un artiste, un peintre un peu barré et tout, donc très cool, tu vois. Meilleure narration, meilleur RPG et meilleure direction artistique comme tu l'as dit. Et en plus c'est un jeu... Moi, je trouve quand même que les Game Awards favorisent les jeux qui sont sortis il y a peu de temps, et c'est bien normal, c'est plus frais pour tout le monde, pour tous les votants, pour la presse, etc. Donc moi, j'avais pressenti que Métaphore serait très très bien placé, et je me suis même dit peut-être qu'il gagnera les Game Awards. Tu vois, je me l'étais dit. Oui, c'était peut-être parti dessus. Ouais, je le voyais bien gagner. Sinon, que dire de plus? Il y a eu Final Fantasy VII Rebirth qui a eu le meilleur OST, donc ça, je suis très content parce que... C'est normal, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Je le voyais gagnant dans cette catégorie. Pardon, je me suis étouffé. Je le voyais gagnant dans cette catégorie et pas forcément GOTY, donc au sein de, enfin sur cette conférence, il y a eu Fallout qui a eu la meilleure série, donc qui a battu Arcane saison 2. Ça m'avait un petit peu étonné. Et ben moi je suis d'accord parce que justement je viens de finir la saison 2 d'Arcane et j'ai été très déçu de cette saison 2. J'ai adoré la première saison, mais cette deuxième saison m'a pas mal ennuyé. Okay. Je prévois d'ailleurs un hors-sujet dessus et du coup je suis content que ce soit Fallout. Et enfin, que dire, sur les nominés, c'est bon. Moi, en tout cas, cette conférence, c'est surtout maintenant pour les annonces que je la regarde. Je suis toujours content de savoir qui est jeu de l'année, mais voilà, moi, c'est vraiment les annonces. Je reviens juste vite fait sur les annonces. Le jeu Catly, ça te parle pas, Sakira? J'ai pensé à toi. Je pensais que ce serait ton top 1. Ouais, le jeu des petits chats, t'as l'impression que c'est fait en intelligence artificielle. Les petits chats colorés et tout, exactement. Non, c'est pas du tout. C'est pas une petite vanne. Ouais, c'est pas du tout ma cam, mais je l'ai vu. Ça a l'air choupette, mais je pense pas être la cible. Franchement, j'ai presque envie de te l'acheter quand il sortira le jeu. Mais bon, bref. Moi, en ce moment, je suis archéologue. En ce moment, j'ai un chapeau et un fouet. Et tu me donnes une transition très bien où je terminerai sur un petit laïus sur la conférence pour clôturer, parce que ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est dessus malgré tout. Donc, ce que j'ai pensé de la conférence. Plateau magnifique, mais ça on sait que maintenant il y a énormément de budget. Bon voilà, la scène est dingue. Beaucoup d'invités, et c'est pour ça que tu m'as donné une transition. Des 10 ans aussi déjà. Des 10 ans. Et il y a eu Harrison Ford quand même sur scène qui est venu, qui a décerné un award, celui de la meilleure performance justement pour Hellblade 2. Donc je suis pas fan d'Harrison Ford, mais ça m'a fait quelque chose quand même de le voir. C'est pas rien, surtout, tu vois.
Ce qu'on sait pas, c'est qu'Harrison Ford, ça a l'air d'être une personne très chiante, mais en fait non, c'est une personne qui est très drôle. Je l'ai vu plusieurs fois en interview dans les making-of. C'est le côté un peu pince sans rire, tu vois, un peu un humour un peu froid. Mais surtout, ce que je ne savais pas, et j'ai appris ça récemment, Harrison Ford est un gamer au-delà de ses 82 ans, qui viennent pour remettre un prix. J'ai trouvé ça en fait hyper naturel. Donc des invités de dingue, il y a eu Hideo Kojima, il y a eu Ken Kutaragi, le PDG, l'ancien PDG de Sony Computer, Sony Interactive. Lui qui a lancé la PlayStation 1 pour les 30 ans. Il y a eu Hideo Kojima qui a fait un petit coucou. Donc voilà, Jeff Keighley s'est ramené du casting. Il y avait des concerts sur scène avec des chants, des orchestres, un petit peu comme l'année dernière. Il a fait venir Snoop Dogg. Moi je m'en tape, mais pour plein de gens. Il y avait les Muppets. Il y avait les Muppets. Et c'était trop cool. Non, mais en fait, il y a quand même quelque chose qui se passe avec cette conf. Et je trouve qu'ils ont tenu compte quand même de beaucoup de remarques qu'on avait fait les années précédentes. Il y a eu moins de pubs, je dirais au moins 3 fois moins de publicité. Peut-être qu'il les vend certainement plus cher et il se fait tout autant de mailles, mais au moins il y a eu moins de publicité, plus de temps de parole pour les développeurs. Ça, c'était important. Mieux respecté. Il n'y avait pas la musique qui se déclenchait, qui avait fait polémique l'année dernière. Et il y a aussi, on lui avait proposé de pas parler des licenciements. Et là, pendant 10 minutes, ils ont mis en avant quelqu'un qui aide les personnes licenciées dans le monde du jeu vidéo à retrouver du travail. Cette personne et qui a eu un prix en plus. Et ils lui ont décerné un prix pour ça. C'est une personne, ça, c'est beau, ouais. plusieurs milliers de personnes qui avaient perdu leur emploi ont réussi à retrouver grâce à lui. Donc, ils ont tenu compte de beaucoup de remarques qui avaient été faites l'année dernière pour les améliorer, donc ça c'est très bien. Il y a eu beaucoup de très belles annonces, des world premières, donc voilà, moi je trouve encore une fois que avec ses défauts, cette conférence malgré tout devient le gros rendez-vous annuel où c'est un show. Donc oui, il y a peut-être un peu moins de gameplay. Oui, ce sont des bandes annonces, parfois des teasers qui sont là pour en jeter et en mettre plein les yeux. Oui, c'est de la CGI, c'est de l'image de synthèse, etc. Mais c'est un show. C'est encore une fois avec tout l'amour qu'on a pour l'E3, c'est le nouvel E3 malgré tout. En termes de visibilité, en termes c'est international comme événement. Donc moi j'ai trouvé ça très très bien. Là, pour moi, ça a été la meilleure édition des GOTY. Non, puis aussi, contrairement à l'E3, ce qui est intéressant, c'est que le vote du public aussi est pris en compte, mine de rien, parce qu'on l'a vu encore cette année. On peut voter pour toutes les catégories et tout, et ça donne une vraie sensation de participer, même si on sait qu'au final, c'est surtout les votes du jury, en fait. Mais il y a ce côté interactif et virtuel qui fait que les gens s'investissent forcément. Et ça, c'est bien. Il manque juste un truc, c'est que qui donne qui ait des démos accessibles pendant le show, en fait. Ça serait intéressant. C'est ils présentent des jeux et qu'il y ait des démos qu'on peut télécharger peut-être sur une durée éphémère, mais comme ils avaient fait pour, à l'époque, rappelle-toi Resident Evil 7, où ils l'avaient présenté, ils avaient balancé la démo direct. Et ça pourrait être intéressant pour le rendre encore plus interactif, donc pourquoi pas. Moi, ce que j'en ai vu, je l'ai pas regardé en entier, mais ce que j'en ai vu, c'est que ça avait l'air quand même plus fluide que les autres années. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est une belle édition quand même, voilà. Et puis on a évité quand même le Elden Ring GOTY. J'avoue que ça aurait été scandaleux quand même. Mais voilà. Donc non, c'est cool. Moi, franchement, je trouve que le job a été fait. Encore une fois, le côté incontournable, voilà. Pour moi, c'est devenu vraiment le rendez-vous et c'est très bien que ça existe, qu'on n'aime pas ou Jeff Keighley. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est des festivités et voilà, restons-en là. Mon cher Kira. Voilà pour ce long débrief. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on n'a pas fait de hors sujet. C'est que j'ai quand même envoyé une conf de 3h30 avec pas mal d'écriture et tout. Et toi, tu as beaucoup travaillé sur Dragon Age, mon cher Kira. Donc je te laisse la parole. 92 heures de jeu plus tard, j'ai accouché d'un test sur Dragon Age, ce qui a été assez difficile parce que j'ai plein de choses à dire, mais il faut pas que ce soit pompeux non plus, donc j'ai omis certaines choses volontairement pour vous laisser aussi la découverte. Donc je vais essayer de vraiment de me concentrer sur certains points importants, mais aussi en vous parlant un petit peu des anciens Dragon Age. Très bien. Parce que ça me paraît aussi intéressant, surtout quand on regarde un petit peu l'évolution de cette saga. Donc là, je vous ai sélectionné une petite musique que vous allez voir qui est plutôt cool parce que l'OST de Dragon Age est vraiment bien, et puis j'attaque derrière quoi. Dragon
Dragon Age The Veilguard, le dernier opus de la célèbre série de jeux de rôle développée par BioWare, sorti donc en octobre 2024, et ce jeu a suscité des attentes énormes, notamment en raison de la longue attente depuis le précédent volet, donc qui était quand même sorti en 2014 pour l'Inquisition. Le jeu promettait de nouvelles aventures dans le monde de Tedas avec une direction artistique différente, une histoire captivante et des personnages mémorables comme toutes les productions BioWare. Et je vais vous dire bien sûr s'il a tenu ses promesses ou pas. D'accord. En préambule, ce qui est particulièrement intéressant avec la saga Dragon Age, c'est que chaque épisode se distingue par son style et son approche unique, tout en partageant un lore commun, riche et cohérent. Donc le premier, Dragon Age Origins, offre une expérience de jeu de rôle classique avec des choix moraux profonds et un système de combat stratégique. Ensuite, on a eu Dragon Age 2, il se concentre sur une narration qui mise davantage sur l'action et surtout plus personnelle avec une aventure se déroulant sur des décennies. Ensuite, on a eu Dragon Age Inquisition, donc qui combine exploration et monde ouvert, donc c'était la mode à l'époque, avec des mécaniques de MMO. Il y avait une partie gestion également de l'Inquisition, tout en offrant des graphismes époustouflants, qu'ils sont encore d'ailleurs actuellement. C'est encore très jouable, ouais, tout à fait. C'est encore très joli, tout à fait. Cette diversité permet à chaque jeu de proposer une expérience unique, tout en enrichissant l'univers, de manière cohérente et immersive, bien sûr, et surtout ça permet de véhiculer des messages différents. De cette capacité à se renouveler tout en restant fidèle à son lore, c'est ça qui a fait la force, pour moi en tout cas, de la série. Et c'est maintenant, avec l'arrivée de ce nouvel épisode, que la saga Dragon Age continue de surprendre, avec une approche encore une fois très différente. Donc exit la partie RPG, si poussée du premier opus, exit l'open world du dernier, donc nous sommes maintenant sur un style de jeu, on va dire avec un gameplay qui se rapproche davantage d'un God of War, donc la version 2018, ou de Final Fantasy XVI, mettant l'accent sur l'action et la narration cinématographique. Cette évolution montre la capacité de la série à se réinventer tout en restant fidèle à son riche univers. Alors, pour commencer, déjà, la première chose qui va vous initier au jeu Dragon Age, c'est quoi ? C'est l'outil de création de personnages. Ah, c'est ce que tu adores. C'est un outil c'est ce que j'adore, tout à fait. J'ai passé 2h30 dessus. C'est okay. Un outil. Non, mais vraiment, j'ai passé 2h30 rien que sur l'outil de création, donc particulièrement détaillé. Ça permet de créer un personnage unique et personnalisé, donc un personnage qui s'appelle Rook. C'est le nom de notre avatar. Rook. On peut choisir parmi une variété d'options pour personnaliser l'apparence du dit personnage, donc y compris les traits du visage, les coiffures, les tatouages. On peut ajuster des détails précis, comme la forme des yeux, du nez, la structure du visage. Donc c'est pas un truc de fou à la Baldur's Gate ou à la Cyberpunk, mais je trouve que ça fait carrément le job, parce qu'on arrive vraiment à faire des personnages très très jolis. Moi, ma Rook a été vraiment sublime. Je t'ai envoyé 2-3 photos. Ouais, très très bien. Je trouve quand même malgré tout qu'il y a certaines choses qui m'ont un peu gêné sur cette création de personnages. Par exemple, certains avatars féminins sont trop carrés, donc impossible de faire ce qu'on veut avec le personnage. Je trouve qu'en gros, j'ai l'impression que les personnages masculins et féminins ont la même forme de base, en fait, tu vois. Il n'y avait pas ce changement physiologique qui va être physiologique et qui va être lié aux deux sexes. Pareil, on peut pas partir dans des trucs de ouf, genre si tu veux faire un double D, c'est pas possible. Si tu veux faire un chibrax énorme à ton avatar, c'est pas possible non plus. Donc on n'est pas dans le délire vraiment à la cyberpunk. Là on est sur quelque chose qui est quand même plus, on va dire plus soft de ce côté-là. On arrive à faire de très très belles choses, c'est très très fourni, mais il manque un petit quelque chose, voilà un petit peu ce petit grain de folie. On note que tu voulais faire un très gros engin à ton personnage, donc encore une fois, Kira, ça montre, je sais bien, ça montre tes penchants un peu étonnants, mais non, il faut tous les goûts dans la nature. Donc ensuite, on choisit parmi différentes lignées, donc on a l'humain, le Kunari, donc c'est une espèce de race, on va dire, avec des très grosses cornes en fait, donc ça ressemble un petit peu, on va dire que ça serait des orques dans cet univers, et on a les nains également, ainsi que les elfes. Alors les nains, clairement, faire un personnage joli nain, c'est pas possible. J'ai essayé, c'est vraiment pas possible, donc je suis resté sur un personnage humain, quelque chose de basique. Chacune avec ses propres caractéristiques visuelles et historiques, bien sûr, parce que le background de la race va influer sur la vision du personnage dans ce monde. En plus de l'apparence, on va devoir choisir donc une classe. Donc on a 3 classes pour commencer, on a guerrier, mage et voleur, et ensuite se spécialiser dans des sous-classes uniques influençant les compétences et les styles de combat. Par exemple, donc j'ai fait une humaine, voleuse et corbeau, donc ce qui me donne des avantages avec la caste du corbeau justement en fait. Sympa.
La direction artistique de Dragon Age est l'aspect pour moi le plus frappant du jeu, contrairement au précédent volet de la série qui avait tendance à adopter une esthétique plus sombre et gothique. The Veilguard se distingue par ses couleurs vives et ses paysages lumineux. Cette approche rappelle effectivement des jeux comme Kingdom of Amalur, Reckoning, qui est un RPG que j'avais adoré à l'époque sur PlayStation 3, on en avait déjà discuté. Ça pourrait faire un bon rétro, un test, une chronique rétro, tu vois. Ça pourrait faire un bon rétro, mais un long rétro, parce que je me rappelle à l'époque j'avais mis beaucoup de temps dessus. Donc il y a des environnements qui sont fantastiques avec des palettes de couleurs éclatantes, et moi j'appellerais ça plutôt pas de l'heroic fantasy ou de la dark fantasy, mais de la fairy fantasy, tu vois. Il y a un côté très féerique en fait, tellement cet univers est enchanté en fait et enchanteur. Mais ça c'est visuel, ça fait des beaux screens et tout, c'est une direction artistique qui pousse au partage, et je trouve que c'était presque un élément marketing de faire une direction artistique comme ça. Mais j'ai pris peut-être 500 screens bah oui, dans le jeu. Je suis pas étonné. Parce que oui, c'est un élément marketing, mais surtout, vraiment, je me suis senti dépaysé à chaque fois que j'allais quelque part. Et même s'il y a forcément certains lieux qui sont moins intéressants que d'autres, mais après, c'est plus les goûts et les couleurs, tu vois. Il y a toujours cette petite patte et ce petit quelque chose qui fait il y a un côté waouh à chaque fois, tu vois. Donc les panoramas sont vraiment à couper le souffle. On peut explorer des forêts luxuriantes, des montagnes enneigées, des plaines verdoyantes. Chaque environnement était richement détaillé et vivant. Les effets de lumière et les textures contribuent à créer une atmosphère immersive et magique, renforçant l'impression de se trouver dans un monde fantastique en fait. Les développeurs de chez BioWare ont puisé donc dans diverses sources d'inspiration pour créer l'esthétique unique. Donc l'influence esthétique principale, ça va être un peu surprenant, mais c'est Disney pour moi. Voilà, de par les couleurs féeriques, vives et les designs enchanteurs des environnements, mais aussi certains traits de personnages. Il puise également en fait dans les contes de fées classiques la mythologie, ajoutant une couche de mystère et de magie à l'univers du jeu. Cette nouvelle direction artistique permet donc à ce nouveau Dragon Age de se démarquer non seulement des autres jeux de la série, mais aussi des autres jeux de rôle contemporains, offrant une expérience visuelle rafraîchissante et surtout très différente. Ensuite, parlons gameplay. Le gameplay a été conçu pour être accessible aux nouveaux joueurs tout en offrant suffisamment de profondeur pour satisfaire les fans de longue date. Le système de combat est dynamique et engageant malgré une certaine répétitivité lors des affrontements passés un certain nombre d'heures. Nous sommes sur du combat en temps réel, donc c'est dynamique et fluide, contrairement aux précédents jeux de la série qui utilisaient un système de combat plus stratégique et basé sur la pause active et la gestion de plusieurs personnages. The Veilguard met l'accent lui sur l'action directe, donc esquiver, bloquer, utiliser des attaques légères ou lourdes, ainsi que des capacités spéciales. On peut combiner aussi différentes compétences pour créer des combos puissants, amplifiant des dégâts ou ajoutant des effets de statut comme le froid, le feu ou la nécrose par exemple. Intéressant. Bien que le jeu soit orienté action, il est possible de mettre le combat en pause pour donner des ordres spécifiques à ses compagnons, donc ça permet une approche plus stratégique, mais c'est vraiment le minimum syndical, c'est-à-dire toi attaquer lui, ou alors toi utiliser ce pouvoir à ce moment-là. Petite pause tactique, quoi, histoire de temporiser et de jauger un peu la situation, mais on n'en est pas dans de la grande planification, quoi. Voilà, pas du tout, vraiment, on met pause, on peut envoyer les personnages dans le feu de l'action, généralement j'appelle ça de la micro-pause, parce que on a aussi un système de raccourci sur la manette sans appuyer sur la pause active, c'est-à-dire quand tu te souviens où sont les pouvoirs de tes compagnons, en appuyant sur R2 en fait, et les flèches, tu peux directement les envoyer sur le terrain sans avoir à mettre la pause active en fait. Ça m'a rappelé un peu Mass Effect 2 dans le genre en fait, contrairement au premier Mass Effect où on choisissait où se mettaient les personnages et tout, dans le 2 on les envoyait surtout au casse-pipe et c'est vraiment le même principe. L'arbre de compétences est conçu pour offrir une grande flexibilité et profondeur dans la personnalisation des personnages, donc c'est présenté sous forme d'hexagone avec des diamants qui représentent les capacités actives, des cercles pour les améliorations et les capacités passives et des petits hexagones pour les traits de pouvoir. C'est très simple d'accès, il y a une petite vidéo sous chaque pouvoir et il est possible d'enlever chaque point et de les réattribuer à convenance. C'est-à-dire t'es pas obligé d'aller à un endroit particulier pour le faire, c'est si t'as mis tous tes points à un endroit, tu te dis bah tiens j'ai envie d'essayer autre chose, tu les enlèves ça, j'aime beaucoup. et tu peux les remettre où tu veux. Donc ça te permet d'essayer
essayé plusieurs builds et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu parce qu'au début je commençais sur une build très corps à corps, esquive et tout, et après j'ai voulu faire une build qui va, on va dire, optimiser mon tir à l'arc, et là je me suis retrouvé avec un système de combat à mi-distance et c'était plus du tout le même jeu en fait, donc ça permet d'être très rafraîchissant. Je pense que c'est important de faire ça pour renouveler le gameplay en cours de partie, surtout quand il passe des nombreuses heures, et aussi Exactement. Ça met moins de pression aux joueurs au niveau du choix des points de compétence. Moi, j'ai toujours peur de me tromper, de faire un choix que je regrette, et donc de pouvoir le réattribuer. J'avoue que mon expérience est plus fluide et j'y vais plus à fond. J'expérimente des choses, tu vois. Là où quand tu peux pas, bah tes choix sont lourds de conséquences et j'aime moins, tu vois. C'est ça. En plus, tu peux pas le faire en combat, ce qui est tout à fait logique, mais tu peux le faire entre les combats, vraiment comme t'as envie. Très bien. Donc des fois, tu peux dire tiens, je vais tester ce truc-là. Bah non, en fait, ça me plaît pas. Donc tu enlèves et tu passes sur autre chose. C'est très bien. Et chaque classe, que ce soit guerrier, mage ou voleur, dispose de 3 spécialisations uniques. Par exemple, les mages peuvent choisir entre l'évocateur, le nécromancien et le lame-sort. Chacun offre des capacités et des styles de jeu distincts, et ça permet, encore une fois, de faire, donc déjà dans ta partie, de renouveler le gameplay, mais aussi si tu refais d'autres parties, de le renouveler encore à convenance en fait. Donc à chaque niveau, on peut choisir parmi des variétés de compétences et d'améliorations. C'est également, on va dire, assez simple parce que c'est à peu près la même chose pour tes compagnons. C'est-à-dire, tes compagnons vont gagner de l'XP également, donc plus tu les emmèneras en mission, plus tu vas pouvoir leur attribuer de points d'XP, donc ils vont avoir des arbres de compétences, donc certes moins développés que le nôtre, mais en fait c'est pareil, ils vont avoir 3 traits, et on va pouvoir évoluer ces 3 traits directement pour pouvoir sélectionner comment ils nous accompagnent ou pas. Donc si par exemple, comme on a toujours 2 compagnons, tu veux en mettre un qui est essentiellement là pour te soigner, te protéger ou quoi que ce soit, tu peux tout mettre en mode soin, et au contraire tu peux en mettre un autre qui est full offensif, qui va attaquer en corps à corps, ce qui te permet toi de faire ton truc dans ton coin, quoi. Ce que je regrette un petit peu, c'est que, alors ça, j'ai l'impression que les personnages sont nerfés en fait par rapport à toi. C'est-à-dire, toi, tu vas faire l'essentiel des dégâts sur les ennemis. Eux, ils vont en faire, mais ça va être très minime, sauf quand ils vont utiliser leur capacité spéciale. Et c'est dommage parce que je l'ai joué. Alors, il y a 4 modes de difficulté. Je l'ai joué au 3e mode de difficulté, moi. Donc, et il y a certains moments, tu te retrouves avec des ennemis qui sont très coriaces quand même. Et je remarquais que quand j'essayais de me planquer parce que j'avais plus de vie, tu vois, tes personnages qui t'accompagnent sont là, ils l'attaquent, donc ça l'occupe, mais ça va pas faire énormément de dégâts. Et ça, c'est un peu énervant dans le sens où tu vas les évoluer au fur et à mesure, tu vas leur donner des choses, mais ça va fonctionner essentiellement ils ont moins d'impact. Les gros sorts magiques. Ouais, c'est ça. Donc c'est un système de progression que j'ai trouvé riche et flexible. Ça permet donc de façonner le personnage de manière détaillée en choisissant non seulement leur classe et leur spécialisation, mais également en sélectionnant avec soin les compétences et les améliorations qui définiront en fait le style unique de son personnage. Et c'est ça la force de ce Dragon Age, parce que c'est très lié au système de combat qui est plus action au final que les autres. Les quêtes secondaires et les activités annexes sont nombreuses, donc ça offre des heures de contenu supplémentaires. Les quêtes des compagnons sont très cool, à quelques rares exceptions, mais ça les rend malgré tout attachants. L'histoire se concentre sur la lutte entre 2 anciens dieux elfiques corrompus qui menacent de détruire le monde tel que nous le connaissons. Donc comme je disais tout à l'heure, on incarne Rook, donc un héros dont les choix et les actions influenceront le déroulement de l'histoire. Cependant, l'histoire principale manque d'originalité, de profondeur dans son écriture. Ça suivait un schéma narratif assez prévisible quand on maîtrise les codes du genre. L'écriture des personnages dans ce jeu donc est très solide. Néanmoins, les personnages sont souvent trop gentils, ce qui limite la possibilité de jouer un personnage vraiment immoral ou pourri, comme dans la série des Mass Effect. Ça rejoint ton côté Disney que tu disais, quoi. On est dans... Cette approche est plus douce, donc on rendu, pour moi en tout cas, certains choix moraux moins percutants. Et on va dire cette écriture plus bienveillante permet également de créer des personnages extrêmement attachants. Beaucoup de ces personnages ont des backgrounds tristes et complexes, ce qui les rend profondément humains et faciles à aimer, mais certains enjeux parfois tu te dis non en fait, parce que quand t'as tes choix, tu sais, t'as un espèce de petit une roue, de petite bulle en bas de ton écran, une roue, voilà, c'est ça. T'as en haut à droite le fameux pouce là pour dire c'est bien, je suis content, je suis trop sympa. Le deuxième c'est du sarcasme, et le troisième normalement t'es censé être un enfoiré. Et des fois quand tu dis non, je suis pas d'accord, je vais répondre comme ça, et tu vois que ton personnage est toujours sympa et toujours dans la tempérance, et pas dans la tempérance mais dans le quiproquo. Non, le compromis.
dans le compromis tout à fait, et bah ça gâche un petit peu le truc, parce que moi c'est ce que j'ai aimé dans Mass Effect, c'est faire une première run comme si j'étais le personnage principal avec mes choix à moi, et après j'ai fait une deuxième run en étant un enfoiré de l'espace, et une troisième en étant le mec vraiment trop sympa, et ça permet vraiment d'avoir des styles différents. Et là j'ai pas l'impression d'avoir ce rendu là, hormis à quelques moments important. Moins de rejouabilité alors peut-être. T'as moins envie de le refaire. Bah voilà, je pense que ça va être ça, même si c'est un jeu que je vais refaire dans quelques temps, j'ai pas envie de le refaire dans l'immédiat, parce que même si certains de mes choix ont eu des impacts en fait, dans l'écriture, bah elle est vraiment trop sympa quoi. Parlons maintenant du point de discorde, l'inclusivité dans Dragon Age, donc qui a effectivement suscité beaucoup de débats et beaucoup de colère de la part des gens sur les réseaux sociaux essentiellement. Donc le jeu intègre des éléments inclusifs, notamment l'utilisation de termes comme non-binaire, l'AE ou IL, ce qui me semble anachronique dans un univers de fantasy médiévale. C'est une approche que je trouve maladroite et manquant de subtilité, car elle me donne l'impression que le jeu s'arrête pour m'expliquer les identités de genre, et cela crée chez moi une dissonance assez forte, ce qui m'a brisé l'immersion par moments. Bien que ces éléments ne soient pas omniprésents tout au long du jeu, ils apparaissent que dans quelques quêtes secondaires, donc 3 pour être exact, donc sur 92 heures de jeu, c'est pas énorme. Ça m'a malgré tout sorti du truc, surtout sur un personnage secondaire en fait, où sa quête, l'identité de genre, c'est ce qui fait, comment dire, ça va être vraiment son cheval de bataille. Problème. Voilà, son cheval de bataille, tout à fait. La quête était suffisamment intéressante et surtout subtile pour comprendre le message derrière, et il n'avait pas besoin de rajouter tous ces termes-là en tout cas, car encore une fois, bah moi ça m'a sorti du truc en tout cas. Le background de Tass par exemple est vraiment, bah c'est Tass, hein, ce fameux personnage, sa quête d'identité qui est liée à son peuple, mais vraiment ces terminaisons malvenues m'ont plombé en tout cas son arc narratif. J'ai déjà assez parlé, je vais faire les plus et les moins parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais pas faire ça pendant une demi-heure non plus parce que sinon ça va être redondant pour vous en tout cas. Au niveau des plus, j'ai noté la direction artistique que je trouve incroyable, vraiment, c'est très 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 cool. Les graphismes, j'ai trouvé ce jeu très très beau, le jeu tournait, bon moi j'étais en 30 fps en 4K avec ray tracing, donc ça tournait très très bien. Quand je suis passé en mode performance en 60 fps, c'est vrai que c'était quand même vraiment moins joli pour le coup, mais les 60 fps tournaient au poil. Voilà. Les zik que j'ai trouvé excellent, vraiment la musique, la BO, en tout cas je me l'écoute un petit peu en voiture et voilà. Cette impression de voyager, comme nous ne sommes pas dans un open world et que nous sommes dans des zones semi-ouvertes en fait, et bah du coup on va voyager à chaque mission en fait, donc on va pas se retrouver avec des couloirs incessants entre chaque niveau, on va se TP directement via un système de portail en forme de miroir qui est encore une fois du plus bel effet, et là bah ça permet justement de renouveler l'univers à chaque mission. Le personnage de Emmerich, qui est un personnage secondaire que j'ai adoré, ce vieux nécromancien qui a une quête d'immortalité hyper touchant et hyper bien designé. Le lore que j'ai trouvé aussi très très bien, malgré un manque de mobs pendant les combats. C'est-à-dire on va se retrouver avec une dizaine de types d'ennemis qui vont se répéter, même s'ils changent les skins et on va dire les pouvoirs de ces ennemis-là, ça revient quand même, ce qui est un petit peu dommage. Le gameplay que j'ai trouvé très cool, donc proche de Mass Effect 2 vraiment, et il va aussi tenir compte d'un aspect Metroidvania. En fait, on va pouvoir revenir en arrière avec les nouveaux pouvoirs pour débloquer des nouvelles zones et tout. Sympa. Donc, comme on retrouve dans le dernier God of War, donc ça c'est excellent. Et la durée de vie 92 heures, parce que même quand je l'ai fini, j'avais encore envie. Donc voilà, un jeu qui est long. Ça en dit long. Ouais. Voilà, un jeu qui est long. Vraiment, je comptais entre chaque session de jeu. Je rentrais le midi, je me faisais 3/4 d'heure pendant ma pause déj, le soir pareil, enfin vraiment j'ai bouffé que du Dragon Age pendant 1 mois et demi et c'était très très cool. Au niveau des moins, l'écriture est vraiment trop gentille, hein, clairement. Certaines quêtes de personnages peu intéressantes et qui virent aussi dans le pâteau assez facilement, et ça c'est dommage encore une fois, mais ça va avec l'écriture trop gentille. J'ai noté encore l'écriture, donc comme quoi c'est important. BioWare a été réputé pour faire des jeux finement écrits et finement ciselés, et là je trouve que c'est un des points faibles du jeu, malgré que l'écriture ne soit pas nulle, mais on va dire que le studio nous a vraiment habitués à mieux en tout cas. Et pour finir, l'inclusivité maladroite. C'est important qu'il y ait de l'inclusivité dans les jeux, c'est vrai, mais quand le message va au détriment de ta narration et de ton lore, c'est dommage, parce que encore une fois j'étais vraiment pris dans mon jeu, et il y a des moments j'étais un petit peu sorti du truc, comme on a un résumé après chaque mission, en fait on a un petit résumé de ce qu'on a fait
raconter, ce que ça va apporter, si tu veux. Et quand tu te retrouves avec un résumé écrit en écriture inclusive d'un coup, encore une fois, ça fait bizarre. Donc je suis peut-être trop vieux et j'ai pas l'habitude, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a sorti de l'expérience. Pour conclure, Dragon Age Veilguard est un ajout solide à la série, offrant une expérience visuellement époustouflante et un gameplay accessible. Bien qu'il ne soit pas exempt de défauts, notamment en ce qui concerne la répétitivité et une histoire trop prévisible, il parvient quand même à tenir en haleine avec ses personnages attachants et son monde richement détaillé. Je comprends que le jeu ait déçu les aficionados de la série, mais pour moi qui ai adoré le premier Dragon Age, détesté le second et trouvé le troisième bof, car trop FedEx à mon goût, c'est une très belle surprise et surtout c'est un de mes jeux préférés de 2024. Donc je ne saurais que vous le recommander. N'écoutez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, surtout sur la partie, encore une fois, inclusivité, où les gens ont fait des caisses. Encore une fois, ça concerne que 3 quêtes sur 92 heures de jeu. C'est très très minime. Et puis si ça fait plaisir à des gens, voilà, quand on peut faire l'effort aussi, hein, ça reste important. Mais voilà, je trouve que ce jeu a pris une shitstorm qui a été non justifiée à mon goût. Et voilà, donc je vais à contre-courant de ce qui se dit actuellement. Mais j'ai beaucoup aimé Dragon Age. Écoute, j'aime ton avis franc, sans détour et en même temps avec mesure, et je pense que c'est important aujourd'hui quand il y a beaucoup de polémiques d'être mesuré. Il y a des choses qui tombent pas plus, tu l'as dit, et tu l'as dit avec les mots justes. Là, moi, j'ai hâte de savoir dans quelle position il sera dans ton top, tu vois, ce jeu, parce que je sais que t'en attendais rien. Tu as été très surpris, donc dis rien évidemment, parce qu'on aura notre La Taverne des Gamers Awards qui arrive dans 2 semaines, mais je suis très curieux de savoir son positionnement, tu vois. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'attendais pas, les premières bandes annonces m'avaient pas plu, et encore une fois, je parlais à quelqu'un sur internet qui me disait oui, mais je regarde des gens jouer et ça m'intéresse pas, mais ça c'est typiquement un jeu qu'il faut vivre en fait. Il faut avoir la manette dans la main, il faut s'investir dans le jeu, s'investir dans les personnages, et contrairement à certains gros RPG en fait, où les sessions peuvent durer 4 heures de suite, là on peut faire des courtes sessions parce qu'encore une fois on est dans des mondes semi-ouverts. Là où j'ai aussi un petit reproche à faire, et ça c'est important, c'est que pour les gens qui n'ont jamais touché à un Dragon Age, le jeu ne prend pas le temps de te réexpliquer l'univers. C'est vraiment t'arrives, bim quoi. Donc ça peut être gênant également, mais après avec une petite vidéo sur internet, je pense que vous avez possibilité de raccrocher des wagons assez facilement, mais pour un novice, franchement, je pense que c'est une bonne entrée en matière dans ce monde. Et la meilleure des conclusions, c'est comme toujours, faites-vous votre propre avis en testant les jeux, voilà. Exactement, faites-vous votre propre avis, c'est ce qui est le plus important. Donc c'est la fin de mon test de Dragon Age qui était un petit peu long. Très intéressant. Est-ce que tu as des big up, tu disais tout à l'heure, à faire à des gens qui nous écoutent, adorables? 3 big up, 3 personnes adorables. Donc déjà Adam, un vrai tavernier de la taverne du gamer, une personne en plus qui malheureusement traverse une petite phase un petit peu difficile. Donc on lui apporte tout notre soutien. 2024 est une année de merde, on est avec toi. 2025 sera meilleur. Non, vraiment, tout notre soutien à toutes les personnes, voilà, on a tous notre vie et parfois la vie est injuste. Donc en tout cas, à notre petit niveau, on essaie de vous apporter chaleur et convivialité. Donc Adam, on pense à toi. Camille, qui est monteuse de podcast, donc qui m'a proposé le montage, mais chez nous, il est fait par nous. Mais en tout cas, sachez-le, si vous avez un podcast et que vous cherchez une monteuse, voilà, Camille, donc n'hésitez pas à nous contacter et on relaiera à Camille. Et enfin Castor Tom qui a mis 5 étoiles en nous mettant un message trop gentil sur les applications. Il aime notre authenticité, il dit qu'on fait du bien aux médias plus traditionnels. C'est pas notre ambition, mais tant que si vous avez du plaisir à nous écouter, en fait, c'est tout. Il y a que ça qui nous intéresse, donc merci à tous. C'est vrai que pour nous, la taverne, c'est un peu un exécutoire aussi, ça permet de parler de nos passions sans se prendre la tête et sans le brouhaha ambiant actuel un petit peu partout. Et ça fait plaisir des retours comme ça, parce qu'on voit que c'est ce que vous recherchez également en tout cas. Donc merci à vous, et surtout n'hésitez pas à partager les épisodes, à nous faire connaître, parce que s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, c'est cool. Ça peut être un beau cadeau de Noël, voilà, faire découvrir la taverne à d'autres personnes. J'avoue. Donc on n'a pas de commerciaux dans l'équipe, nos meilleurs commerciaux c'est vous, donc n'hésitez pas à partager, parlez-nous sur les réseaux ou ailleurs. Donc ça fait toujours évidemment beaucoup de bien. Je te laisse le mot de la fin, peut-être un petit peu de teasing pour la semaine prochaine, et puis on s'avance doucement mais sûrement de la fin d'année, donc comme tu disais tout à l'heure, des Tavernes Awards 2024. Qu'est-ce que tu nous proposes la semaine prochaine? Donc la semaine prochaine, dernière émission traditionnelle où je ferai le test de Silent Hill 2 Remake, donc
voilà, on finit par des tests très attendus. On aura enchaîné Balatro, Dragon Age, Silent Hill, donc du très 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 lourd. As-tu une idée de ton HS la semaine prochaine ? Alors je l'avais noté, mais je ne m'en souviens plus. Donc non, ça sera un HS surprise en tout cas. Et sur ce, comme on dit toujours, donc là on n'a pas été 2, Kira, sache-le, à enregistrer, on a été 3. J'ai une petite araignée sur mon micro qui fait que de se balader, elle est trop mignonne, elle fait des petites toiles devant moi, donc ouais, sachez qu'on a été 3 à l'animation cette semaine. Désolé amis arachnophobes, moi j'aime bien les petites araignées, je les mets dans mon garage, voilà, quand j'en ai, enfin bref. Ouais, moi aussi, je les tue pas, moi, quand elles sont à la maison, je les sors. On évite de les tuer, même les mettre dehors, en fait, elles sont frileuses, hein. Quand vous les mettez dehors, il y a de très grande chance qu'elles meurent, donc si vous avez un grenier, un garage, voilà, c'était le moment Spider-Man friendly. Et sinon, bah écoutez, jouez bien à Dragon Age, lisez des livres, lisez ce que vous voulez d'ailleurs, regardez des séries, Fallout ou Arcane, écoutez de la musique, allez voir Vayanado au cinéma, c'est cool. Ou Seigneur des Anneaux, la guerre du Rohan là, qui est en ce moment au ciné. Enfin bref, faites-vous plaisir. Voilà, en fait, faites-vous plaisir. Jouez à ce que vous voulez, regardez ce que vous voulez du moment que vous prenez votre pied. Et on se dit, Kira et chers auditeurs, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.